Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous ce mardi 10 octobre sur France 3 Centre Val-de-Loire pour un nouveau numéro de 9h50 le matin avec comme chaque mardi Émilie à mes côtés tout au long de cette émission. Bonjour Émilie, comment ça va? Très bien, merci. Oui, avec vous on va découvrir les tendances culinaires. D'ailleurs, vous avez préparé quelques spécialités pour celles et ceux. Spécialités végétariennes, végétaliennes, véganes, mais il y a du bon à prendre dans tout ça. Et puis comme c'est la mode, les cours fleurissent un peu partout, alors je vous en ai trouvé quelques-uns. Ça peut donner des idées même si on ne suit pas ces régimes. Et oui, et la poste est à la mode aussi, on le verra avec vous deux. Merci d'être avec nous, Nicolas Pellissier, vous êtes directeur de l'action commerciale de la Poste et Vanessa, factrice, puisque tous les deux, vous travaillez autour d'un dispositif qui maintient les personnes à domicile avec la visite des facteurs et des factrices comme vous pour égayer le quotidien de celles et ceux qui restent à la maison. On verra cela dans quelques instants. Avant, on évoquera aussi une très belle exposition à découvrir au château de Chaumont-sur-Loire jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 26 décembre. Si vous êtes amateur de porcelaine chinoise avec des pièces issues des dynasties Ming et Qing, eh bien cette exposition vous plaira. Avant, on va rester justement aussi dans les savoir-faire avec Héloïse, puisque ce matin, nous allons découvrir la vannerie en Indre-et-Loire. Vous êtes précisément à Vilaine-les-Rochers, Héloïse, et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous allez travailler avec vos mains pour réaliser ces grandes pièces d'osier. Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Je vais essayer, comme toujours. Je suis prête à essayer. Pas sûr que je réussisse, vous savez, à chaque fois je vous dis ça. Regardez là, je suis dans un panier en osier, un panier grandeur nature, enfin même non, bien plus grand qu'un panier normal en tout cas. C'est la preuve qu'ici il y a un savoir-faire immense. On est à la coopérative de vannerie de Vilaine-les-Rochers. Vilaine-les-Rochers dans la région, eh bien c'est le village de la vannerie et c'est normal. Il y a tout un tas de gens très talentueux qui perpétuent cette tradition, ce savoir-faire. En plus, l'osier, il est juste à côté d'ici, dans les villages d'à côté, il est cultivé juste à côté. On va parler évidemment de tout ça. Ici, on produit, il y a plein d'ateliers de production avec tout un tas de vanniers professionnels, très très doués. On va passer d'un atelier à l'autre, on va même aller en stage de formation parce qu'il y a ça aussi ici. Bref, on va vous parler d'osier en long, en large, en travers. Et sachez justement que un peu comme la mode du vegan, la vannerie, ça revient un petit peu à la mode. Et surtout, il y a des maisons de haute couture qui font appel à des vanniers, il y a des architectes, des designers, bref, tout un tas de disciplines auxquelles on n'aurait pas pensé. Très bien, merci Louis. J'allais même aller plus loin que vous en disant que c'est un produit intemporel, parce qu'on a tous à la maison au moins un petit panier pour notamment mettre son pain, entre autres. On va s'arrêter donc sur la cuisine ce matin avec vous, Émilie, puisque vous le disiez tout à l'heure. Oui, comme le disait Héloïse, le vegan, surtout depuis l'année dernière, commence à monter, c'est à la mode, en tout cas ça intrigue. Et puis ça passionne certains. Alors petit rappel pour les curieux, les végétariens ne mangent pas de viande. Les végétariens ne mangent pas de viande mais ils excluent également les végétaliens, vous vouliez dire. Ah oui, les vous avez dit végétaliens. 2 fois végétarien. Oui, comme c'est compliqué, même moi. Alors on reprend. Les végétariens ne mangent pas de viande. Les végétaliens ne mangent ni viande, ni lait, ni œufs. Aucun produit issu finalement des animaux, c'est cela? Oui, mais les véganes vont encore plus loin puisqu'ils excluent tous les produits qui sont issus du monde animal, le cuir, la laine, tout ça, chez eux, il n'y en a pas, donc ça dépasse le cadre alimentaire par rapport aux végétaliens et aux végétaliens. Les végétaliens, cependant, sont très souvent véganes. Voilà pourquoi ça passionne les foules et que des cours, il y en a de plus en plus à droite et à gauche. Alors, je ne sais pas si les uns et les autres, vous avez déjà cuisiné végétarien, végétalien, vegan. Naturellement, quand on fait une salade à la maison, finalement, on peut dire qu'on est un petit peu végétarien à ce moment-là. Voilà, c'est vrai. Et puis surtout, on n'a pas forcément les idées. On a envie, par exemple, d'y goûter, pourquoi pas, parce qu'on peut manger aussi, on peut se régaler. C'est aussi des recettes gourmandes, c'est aussi varié. Encore faut-il quand même avoir les idées. Et là-dessus, c'est pour ça que je vous ai trouvé des cours originaux qui se passent en région centre, notamment très bientôt à Orléans, il y aura un atelier cuisine. Alors qu'est-ce que c'est que l'atelier cuisine? C'est pour apprendre à cuisiner les légumes, les produits crus. Voilà. Et ça aura lieu le 21 octobre, c'est à Orléans. Vous apprendrez à cuisiner des recettes simples, variées, comme je vous le disais, dans le cuisine toujours. Et puis alors cet atelier, c'est gratuit, entièrement. Il vous suffira simplement d'apporter quelques produits bio pour la séance et de participer à cet atelier-là. Pour ça, pour vous inscrire, prenez note, renseignez-vous auprès de l'association Info Vegan de la région Centre Val-de-Loire. Nicolas et Vanessa, vous faites attention à ce que vous mangez, ça vous arrive de cuisiner 100% végétarien ou même végétalien? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, ça m'est jamais arrivé. Vous aimez la viande et les produits issus des animaux? Oui, ça ne me dérange pas. C'est la même chose.
Eh ben oui, non, mais vous verrez que vous pouvez peut-être le faire aussi avec ça n'est pas indissociable. On va dans quelques instants déguster. Ça n'est pas indissociable. La preuve, notre chef ici du 9h50 le matin, Julien, oui. qui a inventé le concept inviteunchef.com, eh bien lui aussi qui mange comme vous tous de la viande, qui s'intéresse Dieu sait à tous les produits gourmets que l'on fait et si bien en France, eh bien il propose lui aussi des cours de cuisine végétarienne chez vous. Donc si vous voulez vous initier aux végétariens, eh bien vous avez juste à contacter inviteunchef.com et puis ils viennent chez vous donner une petite leçon. Voilà, Julien Nguyen qui est 2 fois par mois dans cette émission 9h50 le matin. On le retrouvera d'ailleurs la semaine prochaine. Un autre atelier très original, savez-vous reconnaître les plantes comestibles et médicinales en vous promenant partout, dans la nature, etc. Non, pas trop. On n'est pas trop adepte. Et pourtant, il y a plein de bonnes choses aussi à cuisiner. Là, il faut quand même être encadré. Alors, je vous propose d'aller voir l'association Plume de Coquelicot qui va vous emmener en balade en Touraine et dans le Loir-et-Cher. Et à l'occasion d'une balade, vous ferez cueillette de plusieurs plantes médicinales et comestibles et vous apprendrez à les cuisiner puisqu'à l'issue de votre balade, vous irez faire un atelier avec eux pour apprendre à cuisiner les plantes comestibles. Les coquelicots notamment, parce que ça s'appelle Plume de Coquelicot. Ça doit être bon. Oui, souvent on est maintenant dans les recettes au restaurant, on a une petite touche. Alors voyez, on les voit, regardez faire les ateliers autour de ces plantes médicinales. La recette que vous aurez concoctée sur cet atelier-là avec l'association Plume de Coquelicot, vous la ramenez chez vous. Et puis à l'issue de cette demi-journée, eh bien, vous ferez dégustation de boissons, cakes, tartes, pesto, gâteaux, uniquement à base de plantes sauvages. C'est très original et tout ça, c'est 24 €. C'est tout, l'atelier plantes comestibles et médicinales. Très bien. Moi, j'aimerais qu'on s'arrête maintenant sur les produits que vous avez apportés ici sur ce plateau. Celui-ci vous intriguait. Hein. Oui, qu'est-ce que c'est? Parce que ça a quand même un aspect un peu, comment dire? Très vite. Alors, très vite, c'est gélatineux, je dirais. Gélatineux aussi. Voilà. Gélatineux, dites-vous. Oui. Ben non, mais pareil. Mais pourtant, ce n'est pas de la gélatine. C'est du tofu soyeux. Vous allez dire le tofu, on voyait à peu près. Pourquoi soyeux? Le tofu, qui est en réalité du fromage du fromage de soja, le tofu, existe sous plusieurs formes en réalité. Les deux plus connus, c'est le ferme et celui-ci, le soyeux. Alors le ferme, c'est la pâte blanche, moelleuse, qu'on connaît à peu près tous, même si que l'on met dans les salades, en petits cubes, qui n'a absolument aucun goût dans les faits, mais qui a l'avantage, selon comment on la cuisine, d'absorber les parfums de ce qu'on met dedans, etc. C'est pour ça que là, après, quand elle est cuisinée, elle a du goût. Celui-ci, c'est le tofu soyeux. Il est plus crémeux que le tofu ordinaire, et du coup, il va pouvoir remplacer avantageusement la crème fraîche. Et ça, ça va avoir un avantage pour toutes les personnes intolérantes au lait, par exemple, qui vont pouvoir... Et qui aiment bien la texture de la crème fraîche en bouche. Voilà. On va y gagner aussi en matière grasse. On aura moins de matière grasse puisque c'est riche en protéines et voilà, c'est pauvre en gras. Et du coup, on va obtenir, comme ce que je vous ai amené ici, une quiche, tout ce qu'il y a de plus quiche, hein, sauf qu'elle n'a pas de crème fraîche. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Non, et alors, il n'y a pas de crème fraîche du tout dedans. C'est uniquement fait avec ce tofu soyeux-là qui remplace la crème fraîche. Donc pas de matière grasse. Et celle-ci a été faite avec des lardons de volaille. Allez-y, Vanessa et Nicolas, faites-vous plaisir, vous pouvez tester. C'est bientôt l'heure du déjeuner. Champignons, donc, parce que c'est la période des champignons. Donc merci. Bientôt le déjeuner. Exactement. Voilà. Bon, ça va, en plus, Émilie a été très généreuse. Merci. Vous avez des parts très fines. Alors, on les laisse goûter pendant que... Je vous dis, il y a aussi des ateliers pour apprendre à cuisiner le tofu soyeux et le tofu en général, notamment l'association végétarienne de France, qui organisera à Chambray-les-Tours, à partir de janvier, régulièrement des sessions de cours pour apprendre à cuisiner le tofu. Et en attendant d'avoir ces ateliers-là, vous pourrez toujours aller sur la page Les douceurs végétales de Juliette, et elle vous proposera tout un tas de recettes autour du tofu et toutes ces recettes végétales que je vous ai présentées ici. Alors, Nicolas et Vanessa, si vous n'avez pas, vous n'êtes pas obligés de terminer, parce que... Est-ce que ça ressemble à une quiche? Oui, ça ressemble à Ça ressemble. Ça va? C'est agréable? Quel goût ça a, Nicolas? Le goût de la quiche. Ouais, c'est le goût de la quiche. Vous pouvez critiquer, hein. Ce n'est pas Émilie qui a réalisé cette C'est moins tarte. gras? Non, c'est moins gras. Oui, ça, moins lourd. On sent que c'est moins gras. Oui. Donc il y a un peu moins de saveur, je trouve, quand même. Oui. Bon, écoutez, vous pouvez peut-être Ceci le terminer hors antenne parce qu'on va rejoindre Héloïse et dans quelques instants, on parlera évidemment de votre dispositif pour l'accompagnement des personnes à domicile avec la Poste. Mais avant cela, vous le savez, Héloïse, ce matin, est en Indre-et-Loire. On va tout savoir sur la vannerie dans un village, d'ailleurs, que Nicolas, vous connaissez, on en parlera dans quelques instants. Ce village, c'est le village de Vilaine-les-Rochers, à la coopérative donc, de la vannerie. Et là, on voit donc le début de quelques-unes des réalisations proposées donc, par cette coopérative.
Oui, Jérémy, effectivement. Alors, il y en a beaucoup, des réalisations ici. Vous allez le comprendre tout au long de cette émission. On est dans un des ateliers de production de la coopérative et je suis avec le directeur, Daniel. Merci beaucoup de nous accueillir ici. Bonjour. Et merci à tous ceux qui travaillent autour de nous parce qu'il y en a. Atelier de production ici, qu'est-ce qu'on fabrique? Alors ici, c'est un des ateliers de production, sachant qu'on a 6 ateliers de production, plus des gens qui travaillent à domicile. Donc ici, les fabrications sont très diversifiées et varient. Une même personne peut faire des choses différentes, fait des choses différentes d'une semaine sur l'autre, même des fois dans la même semaine, on peut changer très régulièrement. Là, en l'occurrence, ils travaillent sur des articles très spécifiques, notamment Ghislaine et Anthony, qui sont pour une grande maison du luxe. Ouais. Voilà. Oh, et Marie-Jeanne fait de la vannerie plus traditionnelle sur ce qui est la vannerie boulangerie. D'accord. Ce sont les boulangers qui vous commandent énormément de vanneries aujourd'hui, La on va dire. boulangerie fait une bonne partie d'activité, à peu près 30%. La grande distribution, 25%. Les grandes maisons du luxe, les designers, architectes, à peu près 25% aussi. Et puis les vanneries extérieures aussi, où on fait une activité aussi assez... qui a tendance à monter, assez important. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais la vannerie, la coopérative de vannerie, elle existe depuis 1849. J'ai bien dit 1849. C'est fou, ça. Donc la coopérative a été créée en 1849 par le curé du village, sous l'impulsion du curé du village, l'abbé Chicoine, qui était un prêtre laboureur, et donc a incité ces vanniers à se regrouper, parce qu'à l'époque, ils avaient du mal à commercialiser. Souvent, ils montaient à Tours, où ils vendaient à des grossistes qui s'entendaient. On m'a dit que c'était compliqué, en fait, à cette époque-là. Il y a eu une époque où la vannerie a presque failli disparaître, en fait. Il y a plusieurs époques. À cette époque-là, c'était très compliqué, parce que les gens vivaient très mal de leur métier. Ça regroupait 80 familles au départ. Début du 20e, il y avait 140 familles qui étaient adhérentes à la coopérative. Et à cette époque-là, il y avait 50 000 vanniers en France. Où c'était très compliqué, c'est à la fin des années 60, où il y avait du travail partout. Les gens préféraient aller travailler en entreprise, chez Michelin, Belon, Isoroy. Ce qui fait que la moyenne d'âge des vanniers ici, fin des années 60, était de 67 ans. Ah oui, d'accord. Donc il n'y avait plus beaucoup de relève. Oui, et puis il y avait un risque qu'effectivement, il n'y ait plus personne pour continuer si ça. À l'époque, il n'y a pas eu mon prédécesseur, M. Métézo, pour reprendre la suite et trouver des nouveaux débouchés. À l'époque, c'était la grande distribution avec l'agencement des rayons boulangerie qui donnait un côté authentique au produit, qui était un pain qui n'était pas toujours de très bonne qualité, même si ça s'est amélioré depuis. Donc voilà, c'était le renouveau un petit peu de la vannerie, partir sur une nouvelle base et trouver des nouveaux vanniers. Alors, on a quand même ici une structure qui est vraiment particulière, c'est-à-dire qu'il y a des salariés, il y a des adhérents et tout le monde travaille ensemble pour... Il y a un statut salarié qui est apparu fin des années 70. Avant, il y avait des adhérents qui travaillaient tous à domicile. Et à partir des années 70, est apparu fin des années 70, le statut salarié pour les gens qui arrivaient de l'extérieur, qui n'avaient pas d'exploitation agricole. Donc, ils ont été pris comme salariés à la coopérative. Ils venaient pour la plupart au départ de l'école de vannerie en Haute-Marne à Failly. Alors, parlons de formation justement. Il y a une école en France. Il y avait une école qui ne forme plus en formation initiale, qui fait des formations adultes aujourd'hui. Après, nous, ici, on fait de la formation en apprentissage avec le CFA de la Chambre des métiers de Joué-les-Tours. D'accord. D'ailleurs, il y a pas mal de collègues qui sont là. Les personnes là ont passé par le CFA. Alors, à l'époque, c'était pas Joué-les-Tours, c'était Fondette. Mais bon, ça, voilà. En tout cas, en apprentissage dans les locaux. Ici, on continue de former en apprentissage. On prend des contrats de professionnalisation. Contrat de pro également. Voilà. Et on forme parce qu'on veut maintenir ça ici. Bon, c'est surtout qu'on a besoin de main-d'œuvre. Parce qu'il y a plein de commandes. Oui, il y a de la demande. Et puis, il y a des gens qui arrivent à la retraite, il y a des gens qui arrêtent, les problèmes de santé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est un petit peu juste et on a beaucoup de mal à trouver des vanniers. Ok. Et bien justement, on va aller voir quelqu'un qui vous avait formé ici, c'est David, dans un le instant. Président, exactement. Qui a été formé ici en apprentissage. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Daniel, on va avoir effectivement l'occasion de vous présenter un petit peu tout un tas de personnages ici. Sachez que d'ailleurs, le métier de vannier est relativement physique. On en parlera avec David d'ailleurs. Merci Héloïse, on va se retrouver dans quelques instants. Et puisque vous parlez de formation, un peu plus tard, dans 9h50 le matin, on recevra le Pôle emploi qui propose une journée pour une formation. Mais avant, justement, on va parler d'emploi avec vous tous les deux aussi, d'une autre manière, puisque la Poste a lancé en mai 2017, Nicolas, un dispositif qui favorise le maintien à domicile des personnes âgées dans la région, centre Val-de-Loire. Comment ça se traduit concrètement ? Alors, ce dispositif s'appelle « Veiller sur mes parents ». Et déjà, je peux vous dire pourquoi on l'a fait. Ça, je pense que c'est important. Ça répond à un phénomène de société qui est le vieillissement de la population et qui va croissant. Je vais prendre qu'un seul chiffre en région Centre-Val de Loire. Aujourd'hui, nous avons 200 000 personnes de plus de 65 ans. En 2050, elles seront 500 000.
Donc ça sera un vrai sujet de société, hein. La question du vieillir à domicile et bien vieillir au domicile et le maintien. Et qui est concerné par le dispositif? Parce que vous parlez des plus de 65 ans, ça va de quel âge à quel âge? Alors, on va dire que ce sont les personnes âgées de plus de 75-81 ans, avec un proche, donc un aidant, qui est plutôt éloigné du domicile du bénéficiaire. On estime en général que la distance en moyenne est de 230 km entre l'aidant et l'aidé. Alors, imaginons, nous sommes dans le Loiret et on a donc ces enfants à Nantes. On rentre dans le cadre de ce dispositif-là et on fait appel à la Poste, ça qui est assez étonnant, pour avoir un accompagnement au quotidien. Effectivement, il y a ce besoin finalement de proximité auquel la Poste peut répondre. Déjà, parce que ça correspond à nos valeurs, d'intérêt public, d'utilité, ce sentiment d'utilité vis-à-vis des personnes âgées. Et puis, en même temps, on va proposer un service complet qui est composé de 3 briques. La première brique, c'est le boîtier de téléassistance. Oui. Hein, la personne âgée a un médaillon et peut donner l'alerte à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La deuxième brique... L'alerte à qui, du coup? L'alerte à un centre de veille et d'écoute. D'accord. Qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et qui va pouvoir réagir, donner l'alerte, appeler les secours ou interagir secours directement adapté, avec la quoi, si personne c'est âgée. médecin ou pompier. Tout à fait. Okay. Mais quel est le rôle du professionnels. facteur dans tout ça? Parce que là, on parle de la Poste, et quand on pense à la Poste, on pense à la livraison du courrier à domicile. Que fait-il concrètement le facteur? Alors, aux côtés du boîtier de téléassistance, dont je viens de parler, aux côtés de la mise en relation pour les petits dépannages, on peut faire appel avec ce centre de veille d'écoute, ce boîtier, à un électricien, un plombier, du personnel agréé. On a le facteur, et c'est là la plus-value que l'on propose, c'est-à-dire qu'il va permettre du lien social, vraiment avec la personne âgée, un moment d'échange de manière régulière, à raison d'1, 2, 4 ou 6 fois dans la semaine. Mais parce que le facteur, en fait, c'est la deuxième personnalité préférée des Français après le boulanger. Sauf pour les chiens. Ça, c'est votre avis, Émilie. Ça dépend. Et c'est surtout le premier personnage préféré des retraités. Alors, vous, Vanessa, vous êtes lancée dans ce dispositif depuis aussi le printemps dernier, depuis le mois de juin. Pourquoi vous avez fait le choix de vous inscrire en fait dans cette formation, si je peux dire, et cette approche en fait différente avec les clients de la Poste? En fait, sur ma tournée, une cliente a souscrit le contrat veillé sur mes parents. Donc, mon responsable est venu me voir et comme elle était sur ma tournée, m'a envoyé chez cette personne. En fait. Mais qu'est-ce que ça vous apporte, vous? Qu'est-ce que vous avez apprécié finalement dans la démarche? J'apprécie le contact avec les gens et puis c'est des générations différentes et c'est un moment d'échange, de partage, de convivialité Vous leur consacrez entre nous. un certain temps au quotidien? En fait, quelle durée vous restez avec eux pour la prestation prévoit une dizaine de minutes. Mais du coup, ça va générer de l'emploi au sein de la Poste? Parce que du coup, si vous passez plus de temps que traditionnellement en posant le courrier, il va falloir des personnes supplémentaires. Plus on aura de services de proximité, plus nous serons contents et bien entendu, plus on aura de l'activité pour les facteurs. Et finalement, en proposant ce service, on mise sur l'avenir du métier, clairement. Vanessa, vous, est-ce que vous avez suivi une formation en fait, pour accompagner celles et ceux en fait, qui sont à vos côtés tous les jours lorsque vous livrez le courrier? En fait, on a une formation en e-learning et qui nous apprend à avoir les différents comportements en fonction des personnalités des personnes âgées. Donc quand vous dites e-learning, c'est une formation à distance en fait sur PC, sur un ordinateur. Oui, tout à fait. Donc ça nous apprend à pas être trop intrusif, à respecter leur vie privée. Et en fait, c'est en complément de notre métier de facteur, parce qu'on a prêté serment déjà pour le métier de facteur, pour le courrier, etc. Donc du coup, ça rejoint un petit peu, c'est vraiment le complément de notre métier de facteur. Parce qu'il ne faut pas non plus trop s'attacher à la personne avec laquelle on a un échange. Il faut essayer de garder, il faut avoir de l'empathie évidemment, mais garder une certaine distance. Avec la personne. La formation aussi nous apprend justement à rester un petit peu distant et vraiment, ça nous apprend tout ça. Qu'est-ce que vous faites, vous, par exemple, si un matin, vous allez rendre visite à cette personne âgée et qu'elle est en détresse, en fait? Comment vous réagissez? J'appelle les secours immédiatement via son médaillon. Comme ça, après, le centre d'appel, en fait, nous répond. Et je dis qu'il y a un problème. Et si c'est une petite baisse de morale, eh bien vous êtes là avec votre grand sourire pour lui remonter le moral et la rassurer, voilà, c'est ça. Et auquel cas, après, derrière, on fait remonter les informations de la visite, de l'échange qu'on a eu avec la personne âgée via le smartphone. Et les informations sont directement envoyées à ses contacts de proximité qu'elle a définis dans le contrat. D'accord. Nicolas, combien de bénéficiaires justement avez-vous dans la région? On en a une centaine aujourd'hui en région.
Et quel retour vous avez depuis le mois de mai justement par rapport à ce qui se passe, ce relationnel qui est important au quotidien? Vous avez déjà un retour justement par rapport au confort des personnes qui bénéficient de ce service? Alors on n'a pas encore fait d'études, hein, le service ne date que depuis mai. Ce qu'on peut dire quand même, on a eu des échanges avec les familles, c'est une sorte de réassurance pour eux, bien évidemment. Et ce qui va les intéresser, c'est la régularité des visites. Pas forcément le temps passé, mais le fait que ça soit régulier et qu'il y ait un véritable rendez-vous, on va dire, entre le facteur et son bénéficiaire. C'est rassurant pour la parce famille. que ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, les 230 km qui, en moyenne, séparent les enfants des parents. Donc, il y a ce lien de proximité qui est maintenu. D'autant plus que la Poste distribue de moins en moins de courriers. Donc, c'est aussi un moyen de maintenir les facteurs, en fait, à proximité des populations. Nous l'avons anticipé, hein, cette baisse du courrier avec la dématérialisation de nos courriers, de nos factures, bien sûr. Mais on sait qu'à horizon 2020, pour vous donner une idée, la moitié de l'activité de Vanessa sera consacrée encore à la distribution du courrier des colis, mais l'autre moitié à des services, services de proximité, comme veiller sur mes parents. Mais on peut imaginer d'autres services comme la collecte de papier de bureau. Les colis en boîte aux lettres qu'on récupère. Très bien, eh bien tant mieux. Bon vent à la Poste en tout cas avec ces nouveaux dispositifs. Merci de nous l'avoir présenté dans 9h50 le matin. On va rejoindre Héloïse. Alors je le disais tout à l'heure quand même, rebondissez là-dessus parce que vous connaissez le village où est Héloïse, vous y passez très régulièrement, vous y habitez quasiment à côté, ce village de Vilaine-les-Rochers. Et qu'est-ce que vous appréciez dans ce village? Oui, je suis à une vingtaine de kilomètres de Vilaine-les-Rochers. C'est en fait le charme de ce village quand on traverse, puisqu'on a un abribus en osier, on a toutes les enseignes sous forme de panier en osier, donc c'est plutôt sympa. Par contre, et j'en suis désolé, je n'ai pas encore visité. Mais vous allez pouvoir y aller maintenant, parce que grâce à Héloïse, on va tout savoir sur la vannerie en centre-Val de Loire et dans ce village. Vous l'avez entendu, Héloïse, notre invité, a peut-être vu beaucoup plus de choses que vous, puisqu'il sait qu'il y a un arrêt de bus au cœur du village, en osier d'ailleurs. Ouais, non, mais je l'ai vu aussi, Jérémy. Je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est un petit peu plus loin. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a aussi de très belles choses à voir ici directement dans les ateliers de production. La preuve, regardez comme c'est beau, puis ça sent bon, ça sent l'osier. Alors là, je suis dans un atelier 100% masculin. Hein. Ça bosse dur, c'est concentré, ça sue un petit peu parce que là, Roland, il a l'air d'en baver un petit peu là-bas. Et moi, je suis avec David, il est président de la coopérative. Alors, je voulais préciser une chose quand même, c'est qu'on est d'accord, c'est la seule coopérative, en tout cas, c'est la seule entreprise de vannerie qui reste en France. Hein. Après, il y a des vanniers indépendants. Actuellement, voilà, c'est la dernière coopérative. Il en restait une en 2008, mais qui a périclité avec la crise. Celle qui était en Haute-Marne, voilà, finalement. Tout à fait. Et puis, aujourd'hui, on est les seuls en regroupement, comme ça, à travailler pour les professionnels, principalement. D'accord. Alors là, vous êtes en train de nous fabriquer un joli couvercle pour un panier à linge qui est ici, hein, que vous avez fabriqué. Un coffre rond à linge. Ouais, super joli. Pas mal d'heures de travail, là? Quelques heures de travail, surtout que je n'ai pas forcément l'habitude d'en réaliser. Donc, on reprend un peu tout dès la base. Et voilà. Donc là, on n'est pas loin de 6 heures de travail. Ah oui, d'accord. Joli, joli. Vous étiez en train de, justement, sélectionner un petit peu vos brins d'osier. Ça va être l'occasion de parler un petit peu, justement, de cette culture. Alors, l'osier, c'est quoi au départ? C'est quelle plante? Donc, c'est une méthode culturelle du sol, en fait, l'osier. C'est-à-dire que c'est une façon de cultiver. On récolte tous les ans les souches d'osier, une culture pérenne un peu apparentée à la vigne. Hein, on récolte tous les ans. Donc, et sur ces souches d'osier, on a de l'osier qui fait de 80 cm à 3 mètres de haut à peu près. Donc qu'on calibre toutes les hauteurs. C'est ça. Voilà, il y a différentes largeurs, différentes hauteurs. Tout à fait. Et différentes variétés parce qu'il y a, alors là on le voit peut-être pas ici, mais il y a des brins un peu plus roux, un peu plus marron aussi. Il y a plein de variétés différentes. Voilà. Même dans l'osier blanc, ici, j'ai plusieurs variétés qui correspondent à différentes qualités techniques, on va dire. En finesse, en grosseur, en rigidité, en droiture. Chaque variété correspond à un travail différent. D'accord. Et alors la particularité ici, c'est que finalement, vous travaillez avec l'osier de vos adhérents et l'osier qui est cultivé aux alentours d'ici, en fait. Alors disons que chaque adhérent, comme moi ou par exemple Roland ou Patrice, sont adhérents, c'est-à-dire qu'ils cultivent leur osier, ils fabriquent leur panier avec leur osier.
Et les excédents d'osier sont commercialisés à la coopérative pour des personnes comme Jean-Marie qui sont salariés et qui n'ont pas de culture d'osier et qui fabriquent avec ces excédents. D'accord. Et donc, comme on a plein d'osiers différents, on peut fabriquer des formats différents, des tressages différents. Voilà, tout à fait. Il y en a qui sont plus adaptés à... Voilà, notamment, surtout en rapport avec la souplesse. On va avoir vraiment besoin de... Par exemple, comme le panier à Roland, où on voit des parties ajourées, serrées, on a besoin parfois de certaines variétés qui sont beaucoup moins cassantes ou beaucoup plus souples pour des passages délicats. D'accord. Je vous laisse terminer. Alors vous, ça va être le couvercle ici. Voilà, c'est pas la partie la plus simple, c'est la natte. C'est physique d'être vannier ? Oui, quand même, parce qu'il y a une part de rendement à faire pour en vivre. Hein. Donc la grosseur de l'osier fait que déjà c'est physique. Et la vitesse de travail fait que ça accentue le côté physique. Oui, puis on s'écorche un petit peu les mains. Hein. Voilà. Vous avez tous des mains de vrais manuels. On va aller voir dans quelques instants Isabelle. Alors elle a été formée ici, comme vous David. Hein. Voilà, tout à fait. Et maintenant c'est elle qui transmet son savoir-faire puisqu'elle accueille des stagiaires. Je vous dis à tout de suite. On sera peut-être nous aussi en train de fabriquer quelque chose. À voir. On l'a bien compris depuis tout à l'heure et d'ailleurs on va s'arrêter sur ce sujet avec vous. Véronique, vous êtes la directrice régionale de la stratégie et des relations extérieures à Pôle emploi et à partir de demain, le 11 octobre jusqu'au 18, les agences Pôle emploi de la région lancent l'opération donc une journée pour une formation. Quel est l'objectif ? Notre objectif, en fait, c'est de pouvoir informer les demandeurs d'emploi sur toutes les possibilités de se former aujourd'hui sur leur territoire en lien avec les besoins des entreprises. Mais à qui sont destinées ces journées précisément ? Toute personne en parcours de réinsertion professionnelle et qui, dans le cadre de leur parcours pour retrouver un emploi, ont besoin de passer par un sas de formation pour en fait, correspondre en fait, aux attendus des entreprises aujourd'hui. Donc tous les demandeurs d'emploi de la région Centre-Val de Loire peuvent y participer. Oui. Qu'ils aient 16 ans, qu'ils aient 55 ans. Donc il n'y a pas de critères en fait, finalement c'est ouvert à tous. Et comment vous les orientez dans leur choix ? Alors, en fait, c'est le travail quotidien des conseillers de Pôle emploi, hein, c'est accompagner justement cette orientation. Là, en fait, on utilise sur une semaine événementielle, avec des actions un peu spécifiques et un peu phares, pour être connus de tous, une mobilisation plus forte. Après, c'est l'accompagnement quotidien, et quand vous dites pour tout le monde, c'est tout le monde également sur le niveau de qualification. En fait, les formations, elles couvrent à la fois les savoirs de base, mais aussi des formations qualifiantes, des formations d'entreprise également. Et des formations qui correspondent à des demandes en face, j'imagine. Là, on parlait de la vannerie, en fait, il y a quelques instants. S'il y a ces besoins-là, vous proposez des formations en face. Exactement. En fait, on fait une analyse au préalable partagée avec nos partenaires, hein, dont particulièrement le Conseil régional, qui finance en partie toute cette offre de formation. Donc, on analyse, en fait, les besoins des entreprises. Nous, on fait une enquête annuelle qu'on appelle BMO, mais ce qui est l'intérêt du terme est limité, et qui nous permet, en fait, de savoir quelles sont leurs prévisions d'embauche sur quel emploi dans l'année qui vient. Et donc concrètement, d'ici la fin de l'année, combien d'offres de formation vous proposez ? 4700. 4700 pour la région. Dans des domaines très larges ? Tout à fait. Donc ça peut être sur du titre professionnel en comptabilité, ça peut être des préqualifications dans les métiers de l'aide à la personne, c'est des formations dans le transport, la logistique, en fait qui correspondent aujourd'hui au recrutement des entreprises. Alors quand on dit pour certaines formations, certaines vont être en école, certaines en entreprise, pour les formations en entreprise, il ne va pas s'agir de formation en alternance en revanche, ça va être de la formation continue a priori. Oui, c'est ça, mais pour lequel on peut avoir des temps en entreprise sous forme de stage. Mais on n'est pas salarié. Mais on n'est pas salarié, on est bien demandeur d'emploi en formation. L'avantage, c'est de prendre contact aussi avec les entreprises où il va se générer des emplois également. Donc, c'est faire ses preuves, c'est se former et faire connaissance avec ceux qui vont peut-être demain recruter les personnes. Exactement. Et on a souvent de jolies histoires où des personnes, pendant ces périodes de stage, en fait, en se faisant connaître, finissent au bout par être embauchées par l'entreprise. Et si certaines personnes qui nous regardent ont envie de changer de métier et se reconvertir, est-ce que ce dispositif de formation leur est adapté ? Oui, tout à fait. En fait, dans le cadre de cette semaine événementielle, on a aussi des organismes de formation qui viennent présenter dans nos agences leur formation. Mais on organise nous aussi des ateliers pour accompagner les personnes sur je voudrais me former, changer de métier, vers quoi je peux aller, quels sont les métiers porteurs. Ils utilisent entre autres des outils digitaux qu'on a sous l'Emploi Store comme Ma Bonne Formation. Voilà, donc on peut aussi on répond à un en questionnaire réflexion de projet. où on exprime en fait ses goûts, ses envies, etc. Et ça
ça nous oriente vers plutôt tel ou tel secteur et telle formation. Tout à fait, ses appétences, ses compétences, ses capacités, ce que l'on peut faire aussi en extra-professionnel et qui peuvent être très intéressants pour une reconversion professionnelle. Donc il y a ceux qui vont être directement en capacité de prendre et de rentrer en formation, j'allais dire d'ici la fin de l'année, parce qu'elles ont déjà travaillé un parcours. Et puis on se tourne aussi vers ceux qui sont encore qu'à un mode de réflexion en se disant, voilà, moi sur mon marché du travail, je ne trouve pas. Est-ce que c'est parce qu'il me manque des compétences et est-ce que je dois m'orienter sur une formation, soit d'adaptation, parce que parfois on a simplement à, j'allais dire, rendre plus jeune notre métier, soit carrément partir sur d'autres branches, les branches qui recrutent en fait. Et donc là, à partir de demain jusqu'au 18 octobre, dans toutes les agences Pôle emploi, on peut aller rencontrer son conseiller et avoir toutes les réponses aux questions que l'on se pose autour de la formation et des 4700 formations qui sont proposées d'ici la fin d'année. C'est quand même énorme parce que pour le dernier trimestre là, de l'année, qui est déjà en plus entamé, ça représente beaucoup d'activités en fait. Oui, tout à fait. Alors donc on est en proximité, c'est les 35 agences qui sont en mouvement. Le programme détaillé en fait pour les téléspectateurs, on retrouve tout sur notre site pôle-emploi-centre.fr de manière détaillée et qui leur permettront en plus de s'orienter et d'aller sur les agences qui les intéressent, qui peuvent ne pas être la leur d'ailleurs. Il peut tout à fait y avoir une manifestation dans une agence à côté ailleurs, ou un département d'à côté et on est bien sûr complètement ouvert. Très bien, merci Véronique d'avoir été avec nous pour ce dispositif. Une journée pour une formation, c'est donc à partir de demain jusqu'au 18 octobre. Il est temps de rejoindre Héloïse puisque vous le savez, ce matin Héloïse est en Indre-et-Loire où l'on découvre le métier de vannerie, la construction tout simplement par exemple de paniers en osier. On a assisté à ça depuis tout à l'heure. Alors Héloïse, est-ce que cette fois vous vous êtes lancée dans l'activité ? Jérémy, je suis extrêmement fière de vous présenter le tout début de mon travail, réalisé évidemment avec Isabelle, sinon je n'aurais rien pu faire sans elle. Qu'est-ce que vous m'avez fait démarrer, Isabelle ? Alors, une croisée de fond rond, donc ça s'appelle... La croisée, c'est les bâtons qu'on a inclus les uns dans les autres, avec une ligature, et on partage, là, on sépare en super, et on sépare les bâtons pour pouvoir donner un fond de corbeille ronde. Là, on a nos trois bâtons, et finalement, on a travaillé tout autour comme ça. À terme, c'est ce que c'est censé donner. Voilà, c'est censé donner un fond rond. Ça, pour le débutant, c'est la base. C'est la base de toute vannerie en apprentissage. D'accord. Donc ici, on a plein de stagiaires avec nous qui sont bien plus performants que moi, mais parce qu'ils ne sont pas tous débutants, on est d'accord. Si je veux réaliser ça, vous pensez que j'en ai pour un petit moment ? La journée. Ça va. On a du temps, pas de problème. Là, je suis un peu bloquée parce que j'ai avancé, donc j'ai commencé à tresser. Là, on arrive au bout de mes brins. Voilà, donc on va faire une reprise. D'accord, vous me montrez comment ça se passe. Alors, on termine le brin par une cime. D'accord. Donc, on recommence la reprise avec une cime. D'accord. Donc, on va doubler ici le travail. D'accord. Pour que ce soit solide et pour que la reprise tienne. Donc, on croise les brins. Voilà. Et on continue. D'accord. Mais donc, d'un côté, j'ai... Ah oui, non, c'est ça. Après, on abandonne. Après, on abandonnera celui-ci. D'accord, très bien. Donc, on continue devant, derrière. Juste, donc, il y a des gens qui ont des gants, ce qui n'est pas mon cas, mais finalement, on peut avancer sans. Alors, on peut avancer sans. Moi, je travaille sans gants. D'accord. Mais quand on est débutant, généralement, le frottement de l'osier contre la peau donne des ampoules. D'accord, oui, il y en a qui ont déjà des ampoules. Donc, il y a déjà des ampoules. Je les ai un petit peu malmenées ce matin. Ils n'ont pas l'air de vous en tenir rigueur, c'est ça qui est pas mal. Je crois qu'ils aiment, en plus. Alors, il faut quand même préciser que l'osier, il est assez malléable parce qu'il est humide, c'est ça ? Vous me l'avez humidifié avant que je puisse le travailler. Voilà, on le travaille humide pour éviter qu'il casse. Et puis, c'est beaucoup plus souple à travailler et plus agréable d'avoir de l'osier qui est humide. Quand il commence à sécher, on l'entend, il grince. D'accord. Voilà. Et là, c'est le moment où il faut le réhumidifier. Là, c'est le moment où il faut réhumidifier. D'accord. Les stagiaires qui sont là vont être ici toute la semaine. Finalement, ils vont réaliser combien d'objets ? À peu près un article par jour. C'est à peu près le rythme qu'on donne. Tout dépend après des capacités et des envies de chacun. Ouais. On part sur une base de fond rond.
Mais vous voyez, dans l'atelier, on part sur des corbeilles à pain, sur des nichoirs, ça peut être très varié. Donc c'est au formateur de s'adapter en fait aux demandes du stagiaire. Sachant qu'il y a des milliers de techniques différentes. On peut faire, oui, il n'y a pas de point final. On est amené à faire tout le temps des articles différents. Il y a un objet unique, mais qui peut nous amener des idées pour faire d'autres objets. Donc qu'est-ce qui change? C'est la manière de tresser. On a plein de moyens de tresser différemment l'osier. Oui, et puis on peut jouer aussi avec les couleurs, avec la couleur de peau. Là, c'est de l'osier blanc, mais il peut y avoir différentes couleurs sur la peau de l'osier quand on garde l'osier en brut. Donc tout dépend après de l'imagination de chacun. D'accord. Là, on est d'accord. Je suis pas trop mal. Par là où celui-ci devrait être de l'autre côté. D'accord. Ça me fait un petit peu penser au tricot, je dirais, le fait de respecter un petit peu. Donc là, c'est un tressage, mais les mailles, ça me fait un peu penser à la même chose. Finalement, les gens qui viennent vous voir, c'est quoi? C'est plus un loisir? C'est un moment pour s'échapper? Certains demandent du perfectionnement pour vraiment avoir envie de reproduire après chez eux. Et puis d'autres, c'est plus pour s'amuser, pour se faire plaisir, pour faire quelques paniers pour leur famille. Ok, merci beaucoup. Je vais essayer de continuer. Et je crois que les autres stagiaires doivent avoir besoin un petit peu de volumière. Merci infiniment, Isabelle. Je vais poursuivre. Vous avez entendu, hein, j'en ai pour la journée entière, donc enfin, mais c'est un peu tranquille. Merci Louise. D'autant plus qu'il vous reste très peu de temps. Il vous reste un petit quart d'heure dans 9h50 le matin pour tenter de progresser à la réalisation de cette œuvre que l'on vient de voir il y a quelques instants. Olivia vient de nous rejoindre comme chaque mardi. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, votre sélection évidemment de la semaine. On va s'arrêter avec un petit peu d'avance au salon de Montreuil en région parisienne avec un ouvrage Georgia qui est un ouvrage assez intéressant qui va beaucoup vous plaire avec de la musique Émilie. Mais avant cela, direction le château de Chaumont-sur-Loire puisque jusqu'au 26 décembre, il y a une très belle exposition à ne pas manquer. Le château expose une collection de porcelaine de Chine d'exception. C'est la première fois en Europe avec cette soixantaine de pièces issues des dynasties Ming et Qing qui sont à découvrir au cœur même en plus des salles du château. Voici donc une immersion dans les jardins chinois grâce évidemment aux meilleurs artisans de l'Empire asiatique. Ces quais sont parcourus près de 9000 km et vont petit à petit livrer leurs secrets. Avec d'infinies précautions, les porcelaines chinoises sont extraites de leur emballage. Délicatement, ces pièces d'exception, 14e, 17e siècle, sont exposées au regard. Une découverte, une première. Ce qui était important pour nous, c'est que ces porcelaines chinoises précieuses, qui nous sont prêtées par le musée du jardin de Pékin et qui ne sont jamais sorties de Chine, soient dans le parcours de visite, que ce ne soit pas dans un lieu à part, mais que le visiteur les perçoive comme si c'était les collections de la princesse de Broglie. Cette relation privilégiée avec le patrimoine, avec les mobiliers, avec les tapisseries, est pour nous très importante. Ce côté presque naturel va donner beaucoup plus de force, de magie, de poésie à l'exposition. Les discussions sont animées entre les conseillers chinois venus de Pékin et leurs homologues français. La porcelaine a été un trait d'union entre l'Asie et l'Europe et l'exposition doit le traduire. Ce plat, aux dimensions très, très importantes, est assez émouvant. Et c'est vrai qu'on y voit des personnages occidentaux, puisqu'il y a cet aller-retour entre la Chine et l'Europe. Et donc, c'est la figuration de personnages avec une lyre dans un parc qui a vocation à séduire à la fois un public chinois et un public européen. Au fond, la porcelaine a joué un rôle important dans les relations entre l'Asie, la Chine et l'Europe, puisque c'était un des premiers éléments de la mondialisation, finalement. Une soixantaine de porcelaines chinoises composent cette exposition. Certaines pièces sont ornées de fleurs, d'autres de paysages naturels. On y voit l'extrême délicatesse des motifs, la beauté des couleurs. Parfois, un décryptage s'impose. Cette assiette, ça représente
la richesse de la famille. Donc les fleurs qui sont autour sont des fleurs qu'on peut trouver à l'époque que dans les jardins des riches en Chine. Voilà, donc avec tous ces symboles, ça représente vraiment la richesse, la fortune. En attendant l'inauguration officielle, les visiteurs du jour ont eu le privilège de découvrir quelques-unes de ces porcelaines. C'est joli, c'est beau, c'est la porcelaine chinoise, elle est magnifique. Moi, je les trouve pour l'époque de 1700, 1800, c'est beau, c'est des belles choses. Bon, je pense que c'est les artistes qui font ça, tout simplement. L'influence des jardins chinois en Europe à travers la porcelaine, c'est à voir jusqu'au 26 décembre au château de Chaumont-sur-Loire. Et voilà, le rendez-vous est pris bien évidemment pour aller savourer, s'émerveiller devant ces remarquables porcelaines. Depuis ce matin, vous le savez, on s'émerveille aussi devant la vannerie avec Héloïse, la vannerie de Vilaine-les-Rochers. Vous êtes à présent dans les réserves de cette coopérative. Oui, vous vous souvenez, hier, Jérémy, j'étais au musée Maurice Dufresne, on parlait de caverne d'Ali Baba, mais j'ai trouvé ma caverne d'Ali Baba pour aujourd'hui. C'est ici, et je suis avec Philippe. Alors, c'est aussi votre caverne d'Ali Baba ici. On est où ? Alors, ici, vous êtes aux expéditions, c'est-à-dire qu'on gère tout ce qui est expédition de vannerie professionnelle. Vous avez peut-être visité déjà le magasin ? Vous avez été au magasin ? Non, pas encore. Donc là, c'est tout ce qui est alors à la coopérative de vannerie de Vilaine-les-Rochers, entre Azel-Rideau et Chinon. Ouais. Et ici, on vend, on expédie tout ce qui est vannerie professionnelle pour les boulangers, les grandes surfaces, pour la présentation, des choses comme ça. Contrairement à tout ce qui va être objet pour le grand public, c'est ça que vous vouliez dire ? Voilà, c'est ça. Ok. Ça veut dire que ici, on a des choses qui vont directement en boulangerie. C'est quoi ça, par exemple ? Alors ça, c'est des bannetons qui sont faits pour faire lever la pâte. Pour les boulangers. Donc on les a en long, on les a en rond. J'imagine, oui, vous avez tout un tas de dimensions différentes. Tout un panel différent. Là, vous avez alors, pourquoi celui-ci est marron foncé ? Alors, celui-ci est marron foncé parce qu'il n'a pas été pelé. C'est-à-dire que l'osier, on le coupe au mois de décembre. Une fois qu'on le remet en bassin artificiel avec 10-15 cm d'eau pour qu'il y ait une poussée de sève. Et au mois de mai, ce qu'on appelle, on pèle l'osier. C'est-à-dire qu'on enlève l'écorce de l'osier. Et si on ne l'enlève pas, on fait sécher l'osier dans les greniers et la peau colle à l'osier et après on peut le travailler comme ça. Ouais. Ici donc on prépare des commandes. Là je vous ai un petit peu interrompu aujourd'hui, mais il y a beaucoup de produits qui partent chaque jour ici. On expédie en moyenne 10 à 15 000 euros de vannerie tous les jours. De vannerie par jour. Ouais. On a des gros problèmes de stock, comme vous pouvez voir. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a plein de choses, mais vous me dites on a beaucoup de travail. Ça fait pratiquement 2 ans qu'on est très sollicité. Ce qui est plutôt une bonne chose. Ah bah c'est une très bonne chose, sauf qu'il faut arriver à produire. On parlait de cadencement tout à l'heure, avec David, et effectivement, faut produire suffisamment vite pour répondre à la demande. Alors donc on a dit les boulangers, on a parlé d'architectes, on a parlé de grandes maisons de luxe aussi. Oui. On vient chercher votre savoir-faire, on vient chercher la tradition française ici ? Alors principalement, on travaille avec des grosses enseignes, donc qui savent très bien que quand ils veulent de la vannerie qui tient le coup dans les années, et non pas avoir des présentoirs qui tiennent au bout d'un an, et au bout d'un an, ça s'effiloche. Les professionnels savent très bien que la coopérative de vannerie de Vilaine est le must. Le must du must. Et vous êtes les seuls en France en plus. Ça tient combien de temps finalement si c'est bien tressé, c'est bien fait comme on le fait ici ? Alors les présentoirs sont plus changés parce que les enseignes changent de nom, propriétaire ou de nom, de propriétaire, mais au niveau des présentoirs, dans les boulangeries, vous pouvez voir sur les comptoirs des présentoirs, les gens ont ça pendant des années. 10-15 ans, on m'a dit minimum. Oui. Alors,
pas en tant que professionnel, mais j'ai toujours mon coffre à jouets que mes parents avaient acheté ici il y a 50 ans. Quoi. Donc, ça marche. Voilà. Ok, merci beaucoup Philippe. Jérémy, on vous rend l'antenne, on va aller justement au magasin dont nous a parlé Philippe pour terminer cette émission. Merci Héloïse, on va se retrouver dans quelques instants pour clore ensemble cette découverte de la vannerie. Avant, un peu de lecture, hein, comme chaque mardi avec vous. Olivia, on va prendre un petit peu d'avance puisque ce matin, on va s'arrêter sur le salon de Montreuil en région parisienne avec deux coups de cœur d'un auteur que vous aimez particulièrement. Voilà, alors on prend un peu d'avance ou on regarde un peu vers l'année dernière. Alors on prend de l'avance avec le salon de 2017 puisqu'il se tiendra à Montreuil au tout début du mois de décembre, donc Montreuil en région parisienne. Oui. Et on regarde un peu vers l'année dernière parce que tous les ans, ce salon propose un prix qui s'appelle les Pépites. Et les Pépites de Montreuil de 2017 viennent juste de sortir, la sélection. Et moi, je voulais revenir avec vous sur la sélection, sur le prix 2016. Le prix 2016, il a été attribué à Georgia, qui est un livre CD. Oui, qui est un livre CD qui est très beau, vous faites ça très bien. au profit en plus de SOS Village d'enfants. Voilà, alors c'est Timothée de Fombelle qui a écrit ce livre et qui s'est entouré de plein de gens pour la composition de la musique et pour l'interprétation. Timothée de Fombelle, c'est un, voilà, vous le voyez, c'est un beau jeune homme. Et d'ailleurs, il y a un spectacle qui a été monté autour de cela et qui est proposé en tournée en France, en région parisienne, à partir notamment. de ce mois d'octobre, justement, oui. Le spectacle Georgia, tous mes rêves chantent est proposé. Alors Timothée de Fombelle, il écrit depuis à peu près une quinzaine d'années. C'est une des plus belles plumes de la littérature. En tournée dans toute la France? En tournée dans toute la France, tout à fait. Vous pouvez déjà aller choisir votre place, votre CD, billet. je vois, est raconté par Cécile de France. Voilà. C'est lu par Cécile de France. Alors la voix, effectivement, c'est celle de Cécile de France. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Georgia, qui a plein de rêves. Et le premier de ses rêves, c'est de rejoindre ses sœurs, puisqu'elle a été séparée de ses sœurs. Et on voit le lien avec ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire le parrainage de l'association des villages d'enfants, qui fait en sorte que les familles se rejoignent et que les enfants ne soient pas séparés. Et puis on a, entre chaque intervention de Cécile de France, on a les chansons qui sont interprétées par plein de gens qu'on connaît dans la scène émergente française. Oui, il y a une Ben pléiade d'artistes, Alba de la Simone, oui. Émilie Loiseau, etc. Et alors, comment les musiques se greffent au fil de l'histoire Eh bien, entre chaque parole, entre chaque moment où Cécile de France raconte l'histoire, eh bien, vous avez une chanson. Alors, soit des chansons qui sont vraiment écrites exprès, ou vous avez la possibilité d'écouter des chansons aussi très connues, comme évidemment Georgia on My Mind. Oui, très bien. Merci pour cette découverte. C'est aux éditions donc Gallimard Jeunesse. Voilà. Ça date de l'année dernière, mais on l'a bien compris, c'est dans l'actualité avec cette tournée qui est proposée. Et deuxième ouvrage de Timothée de Fombelle, c'est celui-ci. Alors un tout petit livre. Alors c'est une petite histoire qu'on peut commencer à lire dès qu'on sait un petit peu lire. Donc on va dire à peu près CE1, CE2, suivant notre niveau de lecture. Avec de jolies illustrations. Et dans une collection, j'avais feuilleté juste avant, c'est hyper intéressant. Voilà, l'intérêt de la collection, c'est la collection Colibri, qui est une collection qui est très adaptée aux enfants qui présentent des troubles 10, c'est-à-dire que dans chaque livre, on va mettre l'accent sur un phonème, c'est-à-dire un groupe de lettres qui va faire un son particulier. Et Brune, c'est l'histoire de Gabriel qui fait plein de bêtises et qui va essayer de mener son enquête, parce que pour une fois, c'est pas lui qui a fait une bêtise, et on l'accuse à tort. Et c'est une jolie petite histoire. Voilà, aux éditions Belin, aussi ça date de 2016, on peut retrouver ça évidemment dans toutes les bonnes médiathèques et librairies. Merci Olivia pour ces deux découvertes. On va rejoindre Héloïse pour clore ensemble, vous l'avez vu depuis tout à l'heure, un savoir-faire très présent en Centre-Val de Loire et qui s'exporte partout, la vannerie. Vous êtes dans la coopérative Héloïse, donc de Vilaine-les-Rochers, et cette fois évidemment pour clore cette séquence, eh bien, vous êtes au cœur de la boutique avec une mise en scène qui est assez étonnante. Ah bon, mais pourquoi? Parce que les paniers sont suspendus comme ça par des chaînes, j'ai l'impression en tout cas, d'après ce que je vois derrière vous. Ah,
Oui, mais c'est pour vous montrer justement un petit peu tous les types de paniers qui existent. Effectivement, là, ici, on est dans la partie grand public, je dirais. Alors, vous savez qu'on peut venir visiter les ateliers. Vous pouvez aussi venir voir plusieurs œuvres en osier, parce que figurez-vous qu'ici, il y a plein de meilleurs ouvriers de France qui travaillent ici et dont le savoir-faire a été reconnu. J'aurais peut-être pas... À mon avis, je suis pas sûre de gagner le concours de meilleur ouvrier de France avec ça, mais bon, c'est un bon début, hein, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Et puis, sinon, regardez, il y a de très jolis paniers, il y a tout un tas de jolies choses à voir, et il y a surtout des gens fascinants à venir voir travailler. Il y a des stages, on l'a dit, on l'a montré tout à l'heure, il y a des expos, il y a tout un tas de choses qui se passent ici à Villaines-les-Rochers, il y a des jolis abribus en osier aussi à venir voir, donc je vous encourage à venir. Si vous voulez plein d'informations sur cette coopérative, ils ont un site internet qui est très très bien fait, et des gens qui sont prêts à répondre à toutes vos questions. Voilà, c'est la coopérative de vannerie de Villaines-les-Rochers, c'est très facile. La vannerie ici, c'est une tradition, un savoir-faire qui ne se perd pas, et on a beaucoup de chance d'ailleurs. Héloïse, qu'il n'y a pas seulement une fabrication de paniers, comme vous venez de le montrer là il y a quelques instants, parce que ça c'est plutôt traditionnel, mais il y a beaucoup de modernité dans ces réalisations. Oui, totalement d'accord. Je dois avouer qu'avant de venir ici, je me disais, oh, la vannerie, c'est un peu une tradition un peu passée, etc. Mais pas du tout. Regardez, il y a vraiment de très, très jolies choses. Il y a du mobilier en osier, il y a vraiment tout un tas d'objets du quotidien. Et puis, Jérémy, c'est la saison des champignons, donc le panier, c'est indispensable en ce moment. C'est indispensable, effectivement, et c'est bien pratique parce que c'est solide lorsqu'on a cet objet-là. C'est développement durable, on le garde pour très longtemps, et c'est aussi un matériau qui est renouvelable, on l'a bien compris. Et qui est résistant, effectivement. Voilà, on va s'arrêter là-dessus, Loïse. Merci d'avoir été avec nous dans 9h50 le matin. Avant de se quitter, un rendez-vous à ne pas manquer sur France 3 Centre Val-de-Loire, enquête de région présentée par Denis Gannet-Meyer. Vous découvrez ces images avec plusieurs sujets qui seront abordés évidemment dans cette émission, notamment sur l'accueil des handicapés dans les écoles ordinaires. Et puis aussi, souvenez-vous, la permaculture, on en parle beaucoup ces derniers temps. Et notre président s'y était intéressé pendant la campagne présidentielle. Et bien Denis reviendra là-dessus. Et puis on s'arrêtera aussi sur la maison du parc de la Brenne qui a été créée en 1989 avec de nombreux étangs et qui accueille de nombreux touristes pour observer tout simplement la faune et la flore dans ce territoire. Voilà pour Enquête de région. Ce sera donc, je ne l'ai pas dit, mais c'est après le soir 3 à partir de 23h20. Ce sera donc demain. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Émilie et Olivia, merci d'avoir été avec nous toutes les deux. On rappelle votre coup de cœur de la semaine, c'est Georgia. Très bel ouvrage avec beaucoup de musique et des artistes qui partagent cet univers enfantin, Émilie, que vous appréciez tant. Oui. N'hésitez pas, évidemment, à nous retrouver sur les réseaux sociaux, France 3, Centre Val-de-Loire, Facebook, pour revoir les meilleurs moments de l'émission. On arrive à la fin de cette émission. N'hésitez pas aussi, à partir de midi, à découvrir l'information régionale. Excellente journée et à demain en direct sur France 3, Centre Val-de-Loire.